Quand on pense à un smartphone, un ordinateur ou n'importe quel appareil électronique moderne, tout, absolument tout, repose sur une idée, la mémoire. Mais au fond, comment est-ce qu'un bout de silicium peut bien se souvenir de quelque chose? Eh bien, c'est justement le secret qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La question de départ, elle est finalement toute simple, mais elle est fondamentale. Prenez un interrupteur pour la lumière. Il n'a aucune mémoire de son état précédent. On appuie, ça s'allume. On appuie à nouveau, ça s'éteint. C'est tout. Alors comment un circuit, qui n'est au fond qu'un ensemble d'interrupteurs microscopiques, peut-il réussir à retenir une information? Même un tout petit 0 ou un 1. C'est le vrai casse-tête que les pionniers de l'informatique ont dû résoudre. Pour piger la solution, il faut d'abord voir qu'il y a deux grandes familles de circuits. D'un côté, la logique combinatoire. Pensez à une calculatrice toute simple. On entre 2 plus 2, elle affiche 4. Point. Mais une seconde plus tard, elle a complètement oublié l'opération. Et de l'autre côté, on a la logique séquentielle. Là, c'est différent. Sa réponse dépend de ce qu'on lui donne maintenant, bien sûr, mais aussi de tout ce qui s'est passé avant. C'est elle, la logique séquentielle, qui détient la clé de la mémoire. Ok, plongeons au cœur du problème. Ces circuits logiques de base, ils sont incroyablement rapides pour calculer, mais ils ont une mémoire de poisson rouge. En fait, ils n'en ont pas du tout. Ils calculent en une fraction de seconde, et l'instant d'après, pouf, tout est oublié. Dans la pratique, un système numérique, c'est un balai incessant entre ces deux types de logique. On a des circuits qui calculent, et juste à côté, des éléments de mémoire qui stockent les résultats. Et ensuite, ces résultats sont renvoyés au circuit de calcul pour l'étape suivante. C'est une boucle, un cycle, qui se répète des milliards de fois par seconde. Forcément, pour que ce balai entre le calcul et la mémoire ne tourne pas au chaos total, il faut un chef d'orchestre, quelqu'un qui donne le tempo, le rythme. Et c'est là qu'entre en jeu le véritable battement de cœur de n'importe quel système numérique. Ce rythme, c'est ce qu'on appelle le signal d'horloge. Imaginez une onde carrée parfaite, qui bascule entre 0 et 1, entre bas et haut, à une vitesse hallucinante. C'est ce tic-tac électronique qui synchronise des milliards de composants en leur disant à tous en même temps « Ok, maintenant vous pouvez changer d'état ». Sans ça, ce serait juste l'anarchie la plus complète. Alors, revenons à notre question. Comment on crée un composant capable de se souvenir? La solution est d'une simplicité et d'une élégance incroyables. C'est vraiment le moment eureka de l'électronique numérique. L'astuce, la voici. On prend la sortie d'une porte logique et on la rebranche sur son entrée. C'est ça, la boucle de rétroaction, ou feedback loop. En se bouclant sur lui-même, le circuit peut se maintenir tout seul dans un état stable. En quelque sorte, il se parle à lui-même en permanence pour se rappeler s'il doit être un 0 ou un 1. Ce tout premier circuit mémoire, on l'appelle le verrou SR, et il fonctionne en 3 temps. Premièrement, l'état de maintien, c'est l'état par défaut. Si on ne touche à rien, les deux entrées, set et reset, sont à 0. Le circuit est bouclé sur lui-même et il garde la valeur qu'il avait, que ce soit un 0 ou un 1, pour une durée infinie. Il se souvient. Deuxièmement, la commande set. On envoie une impulsion, un 1, sur l'entrée 7. Et hop, la sortie bascule à 1. Voilà, on vient d'écrire une information. On vient de stocker un 1. Et enfin, la commande reset. C'est l'inverse. On envoie un 1 sur l'entrée reset et la sortie est forcée à 0. C'est en quelque sorte notre gomme numérique pour effacer l'information. Bon, on a vu comment écrire un 1 et comment écrire un 0. C'est parfait. Mais il y a une question qui fâche. Qu'est-ce qui se passe si on est un peu maladroit et qu'on donne au circuit deux ordres contradictoires, c'est-à-dire lui dire de se mettre à 1 et à 0 exactement au même moment? La réponse est sans appel. Il ne faut jamais faire ça. C'est une opération interdite, tout simplement. Si on le fait, le circuit entre dans un état complètement illogique et imprévisible. Il essaye d'être 1 et 0 en même temps. Il est paralysé, il ne sait plus quoi faire. Cette table de vérité, elle résume tout. Si S et R sont à 0, on est en mode mémoire. Le circuit ne bouge pas. Si R est à 1, c'est le reset. La sortie passe à 0. Si S est à 1, c'est le set. La sortie passe à 1. Et le fameux cas où S et R sont tous les deux à 1, eh bien voilà, c'est l'état invalide. C'est le gros défaut, le talon d'Achille de ce circuit pourtant si ingénieux. Cette invention était géniale, mais cet état invalide la rendait fragile et peu fiable pour des applications réelles. Il fallait donc absolument que les ingénieurs trouvent un moyen de corriger ce problème. La première étape, c'était de discipliner ce verrou. On ne veut pas qu'il puisse changer d'état à n'importe quel moment de façon anarchique. On veut qu'il soit synchronisé sur le battement de cœur de l'horloge. La question, c'est comment lui dire quand il a le droit d'écouter les entrées et quand il doit les ignorer pour se contenter de garder sa valeur.
La solution, c'est d'ajouter 2 portes logiques juste avant notre verrou. Elles agissent un peu comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Elles ne laissent passer les signaux set et reset que si et seulement si l'horloge est à son niveau haut. Dès que l'horloge redescend, la porte se ferme et le verrou ignore complètement ce qui se passe à l'extérieur. Il se contente de garder son information bien au chaud. C'est déjà beaucoup mieux. On a maintenant un verrou qui n'écoute que quand on lui en donne la permission. Mais le risque de lui envoyer un set et un reset en même temps existe toujours. Heureusement, la solution finale à ce problème est d'une simplicité désarmante. Et voici le héros de notre histoire, le verrou D pour data. L'idée est un vrai coup de génie. Au lieu d'avoir 2 entrées séparées, set et reset, on n'en garde qu'une seule, l'entrée D. Cette entrée, on la branche directement au set. Et on la branche aussi au reset, mais à travers une porte non, un inverseur. Résultat, set et reset reçoivent toujours des signaux opposés. Si D est à 1, set reçoit 1 et reset reçoit 0. Si D est à 0, c'est l'inverse. Il devient physiquement impossible de les activer en même temps. L'état invalide est éradiqué. On a enfin notre brique de base, un bit de mémoire fiable et robuste. Allez, une dernière petite distinction, mais elle est essentielle. On a vu que l'horloge contrôle quand la mémoire peut être mise à jour. Mais la question est, est-ce qu'elle est mise à jour pendant toute la durée où l'horloge est haute ou seulement à l'instant précis où elle passe de bas à haut? C'est toute la différence entre un verrou, latch en anglais, et une bascule, flip-flop. Le verrou, il est sensible au niveau. Tant que l'horloge est haute, la porte est grande ouverte et l'information peut changer à tout moment. La bascule, elle, est beaucoup plus précise. Elle est sensible au front. Elle n'agit qu'à l'instant exact où l'horloge monte, comme le flash d'un appareil photo qui capture une image à un moment précis. C'est cette précision chirurgicale qui est utilisée dans la quasi-totalité des systèmes modernes. Voilà, on est parti d'une simple boucle de 2 portes logiques pour arriver à créer un bit de mémoire parfaitement fiable. Ce minuscule circuit, cette idée toute simple, quand on la reproduit des milliards de fois sur une puce de silicium, c'est elle qui est à la base de toute la mémoire de nos ordinateurs, de la RAM au disque SSD. La question qui se pose maintenant, c'est comment on passe de cette brique élémentaire à l'architecture incroyablement complexe qui permet de gérer ces milliards de bits. Mais ça, c'est une autre histoire.